Alors je dirais que l'intérêt pour l'élu n'existe pas. Je dirais presque qu'on s'en fiche des élus, c'est pas le problème, hein, c'est l'intérêt pour les enfants. Et de mettre en place une politique de pratiques culturelles, ça permet, et ça j'en suis convaincu, d'ancrer la culture en tant que telle auprès des populations. Parce que souvent, moi c'est mon deuxième mandat en tant que délégué à la culture. Donc, ça fait une dizaine d'années, j'ai une petite expérience à ce niveau-là, et je m'aperçois que les grands événements, les spectacles, les arts vivants ne produisent pas forcément de l'émulation. Il y a toujours un problème de décalage entre la population et les produits artistiques. Soit ils deviennent étrangers à la population, soit on les reçoit parce que ça nous fait faire la fête une journée, parce qu'on passe un bon moment, mais c'est rangé dans ce cas-là au rayon loisirs, au rayon plaisir, je pense, moi, que ça met quelque part en danger la culture. Et après, je pourrais dire qu'un élu a intérêt à ce qu'il y ait la culture sur le territoire. Voilà. Et si on a intérêt à ce qu'il y ait la culture, il faut réfléchir aux moyens pour l'ancrer. Et j'en vois pas beaucoup. Le seul moyen que je vois pour que la culture puisse se développer, c'est que les gens la pratiquent. Et ils ne la regardent pas simplement. Parce que sinon, on est souvent dans la critique. Les gens regardent trop la télé, les gens regardent trop le cinéma, les gens regardent trop les écrans, et puis on les invite à regarder un spectacle. Donc en gros, on leur dit, venez voir une espèce de télé vivante sur place, mais on est sur le même principe. Et si on veut dépasser ça, il faut leur dire, non, venez pratiquer, venez produire de la culture. Et je rappelle simplement qu'une grande partie de la culture aujourd'hui légitime ou dite noble qui est enfermée dans les salles et qui est cantonnée à quelques publics, c'est souvent des formes qui sont nées dans les milieux populaires et qui petit à petit sont montées, ont été captées, appropriées. Et les ramener dans la rue, c'est simplement les ramener là où elles sont nées. Et c'est là où ces musiques naissent qu'on a les plus grandes innovations. Hein. Orchestre à l'école, ça naît au Venezuela. Une bonne partie de la musique qu'on connaît aujourd'hui, qui est importante, est née dans les catégories populaires. Et c'est dans cette confrontation-là aussi qu'on a les innovations. Donc les intérêts, ils peuvent être au pluriel, mais c'est les intérêts collectifs d'une ville. Un élu, bon, il n'a pas d'intérêt direct parce que faire orchestre à l'école, ça n'a pas l'effet événementiel d'organiser un grand festival d'art lyrique et d'être couvert par les médias, d'être couvert par les journaux. Là, ça se passe dans des classes, c'est pas couvert, donc il n'y a pas d'intérêt en tant que tel. Si je venais à réfléchir et à ramener la notion d'intérêt à sa fonction limitée, un intérêt politique, il n'y en a pas. Voilà, donc si on le fait, c'est parce qu'on dépasse justement cette idée qu'il puisse y avoir un intérêt dans une action. Et je dirais que les fruits sont à plusieurs niveaux. Premier niveau qui n'est pas forcément regardé, c'est que ce type d'opération bouleverse les fonctionnements classiques des institutions établies. Alors qu'est-ce que c'est qu'une institution établie? On a sur une commune plusieurs services publics qui fonctionnent depuis plusieurs décennies, où il y a des professionnels de qualité qui ont beaucoup de compétences. Et souvent, ces professionnels, on leur a demandé d'animer ces services publics. On les a aussi un peu cantonnés à travers cette demande-là. Et on a un peu limité leur travail à de l'institutionnel. Quand je dis l'institutionnel, c'est-à-dire à animer les services publics et plus forcément à réfléchir un peu aux connexions entre ces services publics et les usagers. Et quand je dis on pourrait dire nous. Nous, c'est tous ceux qui sont décisionnaires dans le domaine. Mais quand je dis tous ceux qui sont décisionnaires, c'est les tutelles, qu'elles soient politiques ou qu'elles soient administratives. Et le premier bouleversement, c'est ça. Qu'on a une opération qui arrive, qui rentre dans aucun cadre institutionnel. Qui gère ça? On a été confronté au problème. Il y a une école de musique, il y a une école d'art plastique, il y a une grande médiathèque, il y a différents services, mais en même temps, on s'est dit, en réalité, aucun ne peut gérer seul cette affaire-là. Donc il faut plusieurs partenaires pour gérer. Quel cadre institutionnel, quel cadre juridique? Là aussi, c'est compliqué, il n'y en a pas, parce qu'on travaille avec l'éducation nationale, on travaille avec des parents, donc il faut l'inventer. Et puis on s'aperçoit que les choses s'inventent petit à petit, que les cadres deviennent pour eux, cadre de l'école d'éducation nationale, cadre du service public local, le cadre familial lui-même, des parents, ainsi de suite. Donc tout ça devient un peu pour eux et on a des transferts, des interpénétrations entre ces différents univers. Donc premier bouleversement, c'est que tout le monde est obligé de s'adapter à l'ambition du projet. Et que donc on a quelque chose de nouveau qui émerge un peu dans les pratiques. Donc ça veut dire que chez nos professionnels, ça oblige aussi à dire je suis obligé de m'adapter et c'est compliqué parce que ça veut dire du travail en plus pour les gens qui font ça. Ça veut dire des heures en plus, ça veut dire des missions supplémentaires, mais ça bouleverse ce premier cadre.
L'autre cadre qui est complètement bouleversé, c'est les manières de faire. Jusqu'à présent, la ville était dotée d'une école de musique, hein, plus de 200 élèves, ça tourne bien, ça fonctionne, mais si on met en place l'orchestre à l'école, c'est parce qu'on estime que ce n'est pas suffisant. Donc là, qu'est-ce que ça apporte en plus? Réunir des enfants, leur faire de la musique avec les apprentissages classiques, c'est compliqué, ça ne marche pas. Donc il faut inventer de nouveaux cadres. Et inventer de nouveaux cadres, c'est un peu ce qui se fait dans l'école, dans l'orchestre à l'école. On a une nouvelle forme de pédagogie. Et je dirais que cette pédagogie, d'abord, elle n'est pas réfléchie, même s'il y a des compétences individuelles, des gens qui disent, bon, on va faire ça, mais elle n'est pas réfléchie parce que souvent, le terrain impose la compétence. Le type d'enfant qu'on a, on ne fait pas ce qu'on veut, hein, on s'adapte, on va faire des choses. Et puis, tout ce qui était un peu classique vole en éclats. Donc tout le monde est obligé d'inventer du nouveau dans le pédagogique, dans les manières de faire. Et puis l'autre cadre qui est complètement bouleversé et qui est important, c'est que toutes les institutions qui existent actuellement, éducation nationale, service public local, on y vient, on vient dans des institutions publiques collectives, mais à titre individuel. À l'école, on est inscrit à l'école, mais on a une scolarité individuelle, même si on est avec 30 gamins. Et lorsqu'on travaille à l'école, les sanctions sont individuelles. On a de bonnes ou de mauvaises notes, mais individuellement. Donc il y a un parcours scolaire individuel. Là, orchestre à l'école, c'est dire, ça ne fonctionne pas si ce n'est pas collectif. Et donc on réinstaure du collectif dans les institutions, parce que là aussi c'est l'autre grand problème sur les dernières décennies, à mon avis, c'est les décollectivisations qu'ont subi l'ensemble des services publics. Et là, ce type d'opération réinstaure un peu de l'idée du collectif dans les institutions. C'est le deuxième bouleversement que je vois. Et puis, dernier bouleversement, parmi d'autres que j'ai certainement pas observé, c'est au niveau des enfants et des parents. Là, c'est un travail qui est fait avec des parents qui sont extrêmement éloignés des pratiques musicales classiques, des enfants aussi qui n'ont pas pensé un jour qu'ils pouvaient ou qu'ils auraient pu avoir ou qu'ils pourraient avoir une opportunité de tenir un saxophone, un violon, et puis là qui se retrouvent avec ces instruments dans les mains, et même mieux qui arrivent à en jouer. Et là, ça désacralise quelque part l'idée que c'est une culture légitime réservée à quelques-uns. On se dit, non, je peux le faire. Ça fonctionne, donc jusqu'à présent, je pensais que ce n'était pas possible. Non, je peux entrer dedans. Et là, ce n'est pas un bouleversement mineur, hein, parce que tout à coup, le champ des possibles s'élargit pour des populations pour lesquelles il y a eu une transmission de la restriction du champ des possibles. C'est-à-dire que les grands-parents sont arrivés ici avec l'idée qu'on allait bouleverser l'ascenseur social, et puis on se retrouve sur 2 ou 3 générations un peu à revoir à la baisse les ambitions sociales, et puis tout à coup, sur une petite chose, le champ des possibles s'élargit, et peut-être qu'à nouveau, on peut se dire, oui, on peut de nouveau avoir l'espoir et faire rentrer des choses qu'on n'avait pas en tête dans la palette des choix qu'on pourrait avoir. Et ça, c'est un bouleversement qui n'est pas négligeable si on constate les régressions des 10-15 dernières années en termes de cantonnement et de cloisonnement des catégories sociales. Première chose que je dirais, c'est que les banques ont coûté beaucoup, beaucoup plus cher que les orchestres à l'école, qu'il y a beaucoup de choses coûteuses. La notion de cher et pas cher, elle doit être évaluée aux effets sociaux des politiques publiques. C'est cher si on a une vision purement comptable, combien ça coûte en termes d'euros, combien de salariés, ainsi de suite, ça coûte. Mais si on rapporte ce coût aux effets, au nombre d'enfants qui sont inscrits, au nombre de pratiques, in fine, ça fait une opération peu onéreuse. Parce que les budgets, je ne peux pas donner un budget, tout dépend de la commune, tout dépend de la ville, mais on est dans des budgets qui sont entre 20 000, 50 000, allez, si on monte dans des budgets extrêmement élevés, on est à 100 000 euros. Qu'est-ce que c'est 100 000 euros ? Lorsqu'on a plus de 3 classes, 5 classes, plus de 100 gamins qui participent sur 3 ans, des familles qui participent, un esprit collectif, dire si on venait à évaluer ces coûts par les effets sociaux, je suis sûr que l'opération est rentable à la fois budgétairement et socialement. Pourquoi budgétairement elle serait rentable ? Parce qu'une partie des enfants qui sont captés dans ces initiatives-là ne sont pas dans d'autres types de pratiques, et qu'in fine, les villes s'y retrouvent à ce niveau-là. Donc ça ne coûte pas plus cher que de faire un rond-point. Ça coûte même moins cher que de faire un rond-point. Vous voyez, de même que les ronds-points sont nécessaires pour la sécurité routière, on pourrait estimer que les orchestres à l'école sont nécessaires pour des parcours sécurisés pour les enfants, mais socialement sécurisés. Voilà. Donc, si on accepte cette idée-là que les parcours puissent être sécurisés pour les enfants socialement, culturellement, ça fait une opération très peu coûteuse pour
pour les villes. Et puis si les villes n'arrivent pas à le faire seules, il y a la possibilité d'être à plusieurs territoires, à plusieurs villes. Pourquoi on arrive à imaginer des grands projets économiques qui transcendent l'ensemble des territoires et pourquoi on n'arriverait pas à imaginer un petit projet culturel comme Orchestre à l'école qui pourrait associer 4-5 communes de 600 habitants, 500 habitants. Et pour les villes qui ont plus de 20 000 habitants, je pense que ça ne mettra pas en déficit leur budget. Par contre, ça apportera beaucoup de bénéfices sociaux en termes de dynamique des populations scolaires, hein, y compris de leur famille. Donc ça coûte pas cher et j'incite les élus évidemment à s'investir dans ce type d'opération parce qu'elles sont rentables socialement, elles sont rentables culturellement et puis elles ont un bénéfice quasi immédiat parce qu'on a pu le mesurer sur les 3 ans en termes d'épanouissement sur les enfants. Donc si on accepte l'idée de regarder les coûts au-delà du point comptable, ça coûte pas cher. Merci.